Comment gérer en continu votre exposition aux menaces externes? Eh bien, Hugo Billiart va nous répondre avec la société Checkpoint. Bonjour, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Oui, donc Hugo Billiart, je suis ingénieur chez Checkpoint et le sujet c'est comment réduire les cyber-risques externes. Alors, avant de démarrer cette présentation, je voulais commencer par un petit sondage et voir parmi vous ce soir ou cet après-midi, est-ce que certains ont déjà entendu parler de CyberInt? Ok, quand même, d'accord. Ok. Alors, CyberInt, c'est la dernière acquisition du groupe Checkpoint. Et avec CyberInt, on va répondre à deux besoins principaux. Alors, on va aller beaucoup plus loin, bien sûr, mais on va se concentrer sur ces deux besoins-là. Le premier, c'est d'avoir de la visibilité sur la surface d'exposition externe, la surface d'attaque, EASM. Et le second besoin, c'est ce qu'on va appeler Cyber Threat Intelligence ou CTI. On va expliquer et détailler à quoi ça correspond exactement par la suite. Alors, avant de démarrer et de rentrer véritablement dans le vif du sujet, je voulais commencer avec une introduction. Cette introduction, c'est un panorama de l'actualité cyber en 2025. Le premier constat sur lequel je souhaitais mettre l'emphase, eh bien, c'est que les fuites de données font toujours l'actualité aujourd'hui, l'actualité cyber. Mais on va plus loin, on va parler aussi au grand public. Et notamment, selon moi, l'exemple le plus frappant, le plus marquant, c'est la fuite de données qui concerne France Travail et qui est survenue en 2024. Pourquoi est-ce que d'après moi, elle est aussi marquante? Eh bien, tout d'abord, parce qu'à partir du moment où on a été au chômage au cours des dernières années, eh bien, il y a de très grandes chances que l'on fasse partie des 43 millions de personnes dont les données ont fuité suite à ce leak. Alors, évidemment, c'est assez clair que pour une entreprise, lorsque la donnée fuite, ça représente un impact notamment pour l'image de l'entreprise qui est critique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'émergence de plus en plus de fake news relatives à ces fuites de données. Et ici, l'exemple que j'ai souhaité prendre, c'est l'exemple d'Atos, qui, début 2025, a publié un communiqué de presse sur son site, c'est un communiqué de presse officiel bien sûr, 3 janvier 2025, dans lequel il démentait une attaque qui avait été revendiquée par un groupe de ransomware qui s'appelle Space Bears. Voilà, donc de 1, bien sûr les entreprises sont victimes de leaks, et de 2, c'est difficile de savoir si ces leaks ont véritablement eu lieu ou pas. Le second point, alors je passe un petit peu vite, c'est que le phishing, peu importe sous quelle forme, qu'il s'agisse de sous-catégories de phishing, notamment comme du spear phishing, reste la méthode numéro 1 pour cibler le maillon le plus faible de la chaîne cyber, c'est-à-dire l'utilisateur final. Donc ça peut sembler une évidence pour beaucoup, mais malgré tout, ça reste le point d'entrée numéro 1. Et le deuxième, j'ai pris ce graphique que j'aime beaucoup, parce qu'il montre l'évolution du nombre de vulnérabilités ou de CVE, pour ceux parmi nous qui sont déjà familiarisés avec l'acronyme, qui explose. Dans ce graphique, on voit qu'entre 2005 et 2015-2016, on a un nombre de CVE identifiés chaque année entre 5 000 et 10 000. Or, à partir de 2016-2017, on a une explosion du nombre de CVE identifiés qui est exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir nécessité non seulement de les identifier, toutes les CVE qui concernent les organisations, et ensuite qu'il va falloir patcher de façon intelligente et de façon quasi industrielle, en se concentrant bien sûr sur les CVE qui vont être critiques et les plus exploitables. Alors, pour continuer au fil de cette présentation, ce que je vous propose, c'est qu'on se positionne nous-mêmes comme des hackers. Et pour ça, j'ai pris un framework que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est le MITRE-ATT&CK. Le MITRE-ATT&CK, on peut le voir comme l'ensemble des étapes séquentielles qui permettent de découper une chaîne d'attaque, un scénario d'attaque, lorsqu'on est un hacker. Et systématiquement, ce scénario d'attaque, il va commencer par une phase de reconnaissance. Cette phase de reconnaissance, pour les hackers, elle consiste à engranger, emmagasiner, identifier un maximum d'informations sur
la société qui est potentiellement victime pour pouvoir ensuite les exploiter. Pour faire simple, c'est identifier quelles sont les portes qui pourraient être poussées par le hacker pour pouvoir intégrer le système de la victime. Donc, moi, évidemment, ce soir, je vais me concentrer spécifiquement sur les éléments qui sont plutôt des éléments techniques. Mais cette phase de reconnaissance, elle ne se cantonne pas exclusivement à des éléments techniques. Les hackers vont notamment rechercher comment fonctionne l'organisation qu'ils souhaitent cibler et notamment comment sont prises les décisions, qui sont les décideurs pour passer des commandes et éventuellement déclencher des commandes par des services achats, etc. Mais ici, moi, je me concentre sur les aspects techniques. Le premier élément que vont aller rechercher les hackers lors de cette phase de reconnaissance sont des mires d'authentification, notamment des mires qui permettent d'accéder à des services en tant qu'administrateur et donc que ces mires d'authentification soient exposées vers l'extérieur. Pas besoin de VPN dans certains cas. Donc c'est ce qu'ils vont aller rechercher. Le deuxième élément, ça va être notamment des espaces cloud qui sont ouverts vers l'extérieur. Et dans certaines conditions, eh bien, ces espaces cloud, ils sont publics et accessibles par n'importe qui. Ça, c'est ce qu'on appelle des misconfigurations lorsqu'on parle de sécurité cloud. Et les hackers vont aller rechercher, ils en sont friands, parce que quelquefois, sans même obtenir le moindre mot de passe ou identifiant en amont, ils vont avoir accès à de la donnée qui est sensible et qui est stockée sur ce genre d'espace de stockage. Donc ici, en exemple, j'ai pris un bucket Amazon S3 parce que je pense que c'est un des plus connus, mais on pourrait imaginer n'importe quel autre type de service de stockage cloud. Et le dernier élément, on parlait tout à l'heure en introduction des CVE, et ça va être la même chose. C'est identifier parmi toutes les technologies qui sont exposées sur Internet et vers l'extérieur, lesquelles sont exposées à des CVE spécifiques, quelles technologies sont vulnérables et notamment avec des vulnérabilités critiques et exploitables. Ici, j'ai mis quelques exemples, mais on imagine assez facilement que lorsque les CVE elles concernent des solutions et des produits de sécurité, eh bien, ça peut avoir un impact qui est dramatique pour les organisations, potentiellement nos clients. La deuxième étape, à partir du moment où on a identifié les portes, voire les fenêtres qui étaient potentiellement ouvrables, les hackers vont aller exploiter ces vulnérabilités. Et c'est là qu'on va notamment s'intéresser à tout ce qui est fuite d'identifiants, exploitation d'identifiants qui auraient été volés par ces hackers. Volés ou retrouvés, justement. Bon, le premier qui est le plus évident, c'est le mot de passe. Même si on sait qu'aujourd'hui, la plupart des organisations ont déjà déployé du MFA pour pouvoir venir renforcer cette phase d'authentification et limiter l'accès à des utilisateurs malveillants ou des hackers. Le second moyen dont je voulais parler, ce sont les clés privées. Là, on va plutôt être sur des accès techniques. On va retrouver ces clés privées principalement dans des fichiers de code, notamment pour accéder à des services API ou à des serveurs. Et le dernier point, ce sont les cookies de session. Alors les cookies de session, c'est encore plus critique potentiellement que les mots de passe, parce que dans certains cas, ils permettent de se passer, de bypasser des challenges de MFA. C'est-à-dire qu'un hacker qui aurait volé un cookie de session pourrait, en le rejouant, accéder directement à certains services, même si, en utilisant un mot de passe, normalement, il y aurait une nécessité de présenter un second facteur d'authentification. Alors, fort heureusement, ces cookies de session, la plupart du temps, ils ont des durées de vie qui sont limitées, ce qui laisse aux hackers finalement une durée limitée avant de ne plus pouvoir exploiter ce genre de faille. Alors où est-ce qu'on va retrouver l'ensemble de ces éléments qui sont critiques, ces méthodes d'accès finalement? Le premier exemple auquel on pense chez Checkpoint, c'est les forums et marketplaces du dark web. Ici, je vous ai mis sur cette capture tout simplement une capture d'un chat sur un forum qui s'appelle Bridge Forum et qui est très connu notamment par les services de CTI. Ensuite, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un certain type de malware qui permettent d'aller voler l'ensemble des mots de passe, des cookies de session qui sont utilisés par des utilisateurs finaux lors de leur session. C'est ce qu'on appelle des info-stealers. Donc là, on ne va pas se cantonner à voler évidemment des mots de passe, on va aller plus loin et on va aller identifier des cookies de session comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, le dernier élément, c'est l'ensemble des applications et des solutions qui permettent de partager du code ou de faire de la gestion de version, de solutions de versionning. D'où l'intérêt ici de s'assurer que les solutions de partage de code et de gestion de version déjà ne sont pas exposées publiquement sur Internet, pas accessibles à n'importe qui. Et enfin, qu'ils ne sont pas exposées elles-mêmes
à des vulnérabilités, des CVE qui sont exploitables. Voilà. Donc tout ça sont des éléments auxquels on va s'intéresser lorsqu'on fait de la CTI. Pour poursuivre, je voulais me concentrer sur la phase de phishing parce que c'est un moyen qui est efficace, on l'a vu tout à l'heure, pour aller voler des mots de passe, des identifiants aux utilisateurs finaux qui auraient pu être étourdis lorsqu'ils reçoivent un email de phishing qui contient un nom de domaine qui ressemble beaucoup à un nom de domaine qu'ils connaissent déjà. Donc c'est l'exemple que je prends ici avec ce qu'on appelle du typo squatting. Le typo squatting, c'est en tant que hacker, je vais aller prendre un nom de domaine qui ressemble beaucoup à un nom de domaine qui existe déjà et changer uniquement quelques caractères. Et c'est ce qui est fait ici avec l'exemple de Barclays. Typiquement, on a un hacker, certainement, qui a déposé le nom de domaine barclays.info et espère profiter de l'inattention d'un utilisateur final. Ça, évidemment, ce sont des choses sur lesquelles nous, on va aller s'appuyer pour détecter potentiellement des acquisitions, des souscriptions à des noms de domaine potentiellement à vocation malveillante. Ensuite, le deuxième point, c'est un siphonnage graphique d'interfaces web, de sites web que les utilisateurs finaux connaissent déjà. Ici, vous le connaissez, ce site de e-commerce, vous le connaissez très bien. Et on a la réutilisation d'icônes, de logos, de favicons qui va pouvoir être identifié pour être à peu près certain que derrière, on a un site qui a pour vocation d'être un site de phishing. Le dernier exemple que je voulais prendre, c'est l'utilisation des stores non officiels par les hackers. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des applications qui sont légitimes, les copier à l'identique, quelquefois même permettre l'accès véritable aux services habituels. Ici, dans cet exemple, peut-être que cette application Amazon permet réellement d'accéder à des services Amazon. Et derrière, ajouter peut-être un info-stealer derrière, donc avec simplement un ajout logiciel. Donc l'application, quelquefois, elle permet réellement de faire ce qu'elle prétend faire. Et pour l'utilisateur final, c'est complètement invisible. Derrière, on a réellement un vol de données tel que le ferait un info-stealer sur un poste de travail traditionnel type Windows. Alors, pour faire la synthèse de tous les vecteurs d'attaque qu'on a vus tout à l'heure et sur lesquels on va se concentrer particulièrement lorsqu'on parle d'analyse de la surface d'attaque externe et de cyber-risque externe de façon générale, ce sont les vols d'identifiants, quelle que soit leur forme, on les a listés tout à l'heure, quelle que soit leur nature. Ensuite, ça va être identifier en amont, avant que les utilisateurs ne puissent y accéder, des sites de phishing qui cibleraient une marque. Et enfin, identifier et détecter tout ce qui est exposé directement sur l'extérieur, notamment sur Internet, et qui pourrait être susceptible d'être exposé à des CVE. Donc, chez Checkpoint, suite à l'acquisition de CyberInt, on va pouvoir répondre à ces besoins qui sont listés. Tout d'abord, en apportant de la visibilité sur les adresses IP et les noms de domaine qui sont exposés par nos clients. Donc ça, c'est la partie la plus évidente. Mais le but aussi, c'est de proposer une visibilité, une cartographie qui soit beaucoup plus complète, où on va dépasser ce cadre purement technique des adresses IP et des noms de domaine pour aller voir si peut-être qu'il y a des espaces cloud qui sont exposés et qui sont publics, qui sont directement accessibles sur Internet. Peut-être qu'il y a des environnements de développement à nouveau qui sont soit vulnérables, soit exposés sur Internet, soit publics. On va regarder aussi toute la chaîne de fournisseurs pour essayer de limiter les risques liés à ce qu'on appelle de la supply chain attack. Et enfin, à titre d'exemple, parce qu'on va pouvoir aller aussi plus loin bien sûr, mais on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que la marque est exposée. Donc finalement, c'est regarder quelle est l'empreinte actuelle à un instant T de nos clients sur Internet et sur l'extérieur. Le second besoin auquel on répond, c'est de savoir s'il y a déjà eu une fuite de données chez nos clients. Fuite de données, ça veut dire mot de passe, ça peut vouloir dire brevet. Bref, tout dépend du contexte client, bien entendu. Autre chose qu'on va pouvoir aller identifier, c'est est-ce que sur le dark web, est-ce que sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux, les hackers sont en train de s'organiser pour faire une attaque DDoS, voler des données, intégrer un système d'une victime. Voilà, donc on apporte la visibilité déjà sur comment est exposée l'entreprise vers l'extérieur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe sur lequel on n'a pas la visibilité, qui pourrait indiquer des attaques qui auraient déjà eu lieu chez les organisations. C'est ce que vous voyez ici. Donc l'objectif, c'est de fournir une console d'administration qui soit unifiée à la fois pour la partie analyse de la surface d'attaque externe et
Cyber Threat Intelligence, de fournir des alertes qui soient donc visibles depuis la même interface, et également de proposer un moyen de prioriser facilement les alertes. C'est-à-dire qu'en fonction de la criticité et de la capacité à exploiter certaines alertes, ça s'affichera différemment depuis la console. Ce qu'on propose aussi, et c'est un point qui est intéressant, c'est le posture score. C'est-à-dire qu'on va fournir une note à l'exposition de l'entreprise à un instant T. Évidemment, cette note, elle est amenée à évoluer, elle est réévaluée régulièrement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vous propose, c'est de venir continuer la discussion sur le stand B13, où on a notamment un cocktail qui arrive. Et si vous avez des questions, vous souhaitez voir un petit peu plus la solution, notamment au travers d'une démonstration, je me ferai un plaisir de vous le faire.